Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, exercice habituel. Je vous posterai un petit peu plus tard dans la journée le replay de l'émission d'hier soir où on a tout simplement appliqué la stratégie. On est revenu un petit peu sur les derniers trades, par exemple celui de l'euro-yen et des trucs comme ça qui étaient en pure application de la stratégie. Donc on a bien tout décortiqué. Les membres qui étaient là en live donnaient des retours très positifs. Il y en a certains qui avaient compris beaucoup de choses qu'ils avaient soit pas vraiment, pas vraiment prêté attention à premier égard. Donc je pense que c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas pu être là hier de vous taper le replay. Donc je vous mets ça au cours de la journée, comme d'hab sur la chaîne YouTube, dans la playlist Live Room Replay. Et pour ceux qui sont dans le Discord, ça sera automatiquement reposté dans la rubrique contenu éducatif. Allez, du coup, on avance gentiment et on fait la même chose que d'habitude. Donc la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on va parler du Ripple qui va pas tarder à arriver dans le portefeuille. Je ne suis pas déçu ce matin de voir l'Ether à la hausse et surtout le IOTA. Donc on va voir un peu tout ça. On est encore très loin de mouvements supérieurs à 10% sur ces deux devises, crypto-devises, pardon. Donc, faut pas non plus s'extasier et on va parler du Ripple qui pourrait, je pense, être intéressant aussi à rajouter éventuellement en portefeuille. Donc d'abord, on commence BTC comme d'hab, on enlève tout, on va en daily pour regarder vite fait si le contexte a changé. Eh bien, non. Si ce n'est que on tient plutôt bien. C'est-à-dire qu'hier, on aurait très bien pu se ratatiner la gueule exactement comme on l'avait fait à l'époque, hein, c'est-à-dire on vient tester le niveau et ça ne tient pas longtemps. Là, on voit qu'on arrive à tenir, donc j'ai tendance à penser que en cas de pullback, pourquoi pas, éventuellement des petits achats. En tout cas, pour l'instant, ça semble être bien stabilisé et ça semble même vouloir aller un petit peu plus haut. On va parler de tout ça du coup en 2 heures. Donc là, évidemment, il n'y a pas de grande nouveauté. Le momentum reste scotché au plafond. On est bien dans des schémas où ça se passe pas très bien pour les bears, puisqu'on voit que le momentum là est en oscillation négative, les prix continuent clairement de monter, et on a encore un peu de place dans cette tendance au niveau de la trailline qui est toujours vers les moins 25, moins 30. Donc je pense qu'il y aura probablement une relance supplémentaire en daily, c'est-à-dire probablement une structure de range à venir, comme je vous l'avais dit, pendant encore plusieurs jours, voire semaines, avant de retrouver donc un momentum au contact de la trailline, où je pense qu'on pourra jouer probablement une petite attaque divergente supplémentaire, un peu comme ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire voilà, on range, on se rapproche de la neutralité, de la trailline, on tente une petite poussée supplémentaire qui, pour ma part, sera probablement vendue. Selon les conditions techniques du moment. Voilà, donc en 2 heures, voilà ce que ça nous donne. Là, on va remettre l'analyse chartiste. On a bien donc traité l'ensemble des niveaux identifiés, les uns après les autres. Ils ont tous été testés. On a donc bien complètement... Merde, qu'est-ce que je viens de supprimer? Ah non, ça, il faut le garder. Donc on a complètement traité la zone de volume et on a débordé légèrement. C'est pas possible. Je vais réussir à la voir légèrement la zone 61% sans réellement y installer des clôtures. À chaque fois qu'on a essayé d'en tenir une au-dessus, elle a été invalidée sur la bougie suivante. Vous voyez, c'est assez clair, hein, en fait. On n'a tenu aucune clôture au-dessus du 61,8. À chaque fois, ou alors là, quelques dollars au-dessus. À chaque fois, on en a tenu une ici. La suivante est venue la casser immédiatement. Donc, il y a bien une réaction sur le niveau 61,8, ça c'est clair. Et on va voir donc ce qu'il en est. Ici, sine wave repasse bullish sans confirmation du momentum. C'est donc ce qui m'invite à penser que si jamais ce prix pouvait être reproposé, pourquoi pas éventuellement tenter un petit quelque chose là-dessus, en étant conscient qu'il faudra garder un stop très large, et je pense que acheter ici nécessite un stop là-dessous. Tout simplement parce que le risque, c'est que tout simplement on soit dans un range, et dans ce cas-là, si on vient ici et qu'on ne trouve pas de confirmation momentum, j'entends bien ici qu'il va falloir que le momentum donne une pattern. C'est-à-dire que si on fait ça et qu'il n'y a pas de momentum, on ne touche pas. Mais si ici il y a une pattern de momentum, je pense qu'on peut jouer un petit truc comme ça pour essayer de viser le niveau suivant, les 8709, et après on s'arrête. 8709 ou un retest de la précédente zone de résistante, c'est-à-dire dans ce cas-là, on bloquerait sur les 61,8, et là on aura un pullback plus profond derrière. Okay, donc l'option c'est soit ça, et je pense que pour moi c'est ça la plus probable, d'aller pousser à la divergence. Alors ça prendra du temps, hein. Je pense qu'on aura plusieurs jours avant de consolider vers cette nouvelle pattern haussière de momentum qui pourra donc donner tout simplement sur la target sine wave, je pense par là, proche de ce support,
une opportunité pour un petit achat spéculatif de plus pour essayer d'aller viser la résistance suivante, donc des 8007. Dans ce cas-là, je pense qu'on aura un range qui s'installera entre ce support et la résistance des 8007. Et après, on verra. C'est-à-dire qu'après, soit on va chercher carrément 8009 pour aller chercher le niveau technique et on fait un excès et ensuite on repart baissier, soit il n'y a même pas de résistance ici et dans ce cas-là, on pourra continuer éventuellement de plus en plus haut à grignoter les niveaux les uns après les autres. Donc pour le Bitcoin, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc je reste dans la ligne directrice précédemment énoncée, à savoir on traite le volume dans cette zone de résistance. Je m'attends de toute façon à une réaction négative dans cette zone de prix. Après, je ne pense pas qu'on va casser les supports pour l'instant. Donc après, la question c'est de savoir si on trouve support ici ou si on redescend tout en bas à 7004. Dans ce cas-là, ça shift simplement le scénario. C'est-à-dire que ça fait juste ça derrière. Voilà. C'est vraiment pour moi, je ne sais pas encore exactement où on va installer le range. Est-ce qu'on rejette réellement les 61,8 ou est-ce qu'on va essayer d'aller s'enfoncer un petit peu plus loin pour chercher les 8007. Donc vraiment patience et pour l'instant je vous dis le plus gros est passé, hein. Le travail c'était les semaines passées, accumuler dans le bottom, prendre les gains aujourd'hui sur la release, garder une petite exposition acheteuse pour ceux qui le souhaitent. Moi j'ai préféré sortir et conserver simplement ce que j'ai pris en buy and hold et on va voir ensuite ce qu'il en est. Par contre je me suis positionné donc sur d'autres actifs qui eux ont un potentiel assez notable et je pense qu'on a bien réactivé comme je le pensais sur la partie Ether. Je pense qu'on a une structure ici qui se dirige bien dans une vague 5. Je vous rappelle que dans le schéma là, on est sur une leading diagonale, hein, puisque la vague 4 est très marginale, enfin est profondément rentrée dans la vague 1. Donc généralement, là ici, on a une structure où il y a une vague qui se trouve être une vague de tendance. Ça me semble être parti pour être notre 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je m'attends à un décompte de type tendanciel, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on vient de valider, je pense qu'on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, et on vient de faire un overlap vague 1, vague 4. D'accord, ici, on n'a pas installé de clôture, vous voyez qu'il n'y a pas de clôture qui rentre dans le... Voilà, ici, la plus haute clôture, c'est ça, là, la plus basse clôture, c'est ça, il y a bien overlap, vague 1, vague 4. Je m'attends donc maintenant à une belle vague 5, bien étirée, bien tendue. Donc là, on peut mettre maintenant les extensions Fibo. Tout simplement, on prend vague 3 au creux de la potentielle 4. Hop, et on sait que non, je vais y arriver. Dans une vague 5 étendue, normalement, on vise au minimum 161. Et voilà, vous voyez, en termes de cluster, pour moi, ça donne vraiment deux zones ici à traiter. Celle-là, qui n'est pas inintéressante, qui correspond à cette résistance-là, mais je pense que théoriquement, dans un schéma de mouvement haussier, comme le Bitcoin a cassé une résistance et tout ça, et normalement, en fait, quand on a une vague d'impulsion, on doit casser une résistance. Alors ça peut être considéré comme une résistance, mais moi, je n'ai pas de double signal vendeur ici, et j'ai plutôt tendance à penser qu'ici, on a quelque chose. Donc là, je me dirais, ça, il faut le casser, et je rêve dans ce cas-là viser légèrement plus haut. Donc je favoriserais, moi, personnellement, cette zone-là, pour une target sur le... alors, dans ce cas-là, on va utiliser notre code couleur habituel. C'est-à-dire que là, moi, je pense que c'est un TP obligatoire à faire. D'accord. C'est-à-dire là, je dirais qu'il y a une target 1 à prendre sans poser de questions. Voire plus si affinité. Moi, je pense que je risque de prendre un profit total ici. C'est-à-dire que moi, pour ma part, ce ne sera pas qu'une target 1, ce sera une target max sur les terres. Donc ici, je pense que... Alors, sauf s'il n'y a vraiment aucun signal ici. Voilà, s'il n'y a aucun signal, je ferai qu'un TP 50% pour sécuriser la position. S'il y a le moindre signal vendeur, je pense qu'ici, je prends l'intégralité de la position. Okay, donc en termes de cluster, je vais enlever cette extension puisqu'elle n'ajoute rien et elle fait que conforter les deux niveaux, à la fois 100 et 127, qui étaient précédemment identifiés. Donc ça nous donne 538 et 565 sur la partie Ether. Sur la partie IOTA, ça se réveille. Là aussi, on franchit des résistances, on casse les signaux bearish, c'est plutôt pas mal. On a un momentum haussier et un sine wave qui commence à partir en cassure. On a la target ici à 1,0913. Je regarde, ça correspond à la résistance du 19 juillet. Et 19 juillet, ça nous donne... Ok, ça nous donne là. Donc l'Ether est déjà au-dessus, hein, c'est déjà bien. Donc IOTA toujours à la traîne, mais je m'attends à ce que celui-là commence à trouver un petit peu de punch. Elle est peut-être imaginable, cette épaule, tête-épaule. Donc voilà, déjà, ça nous donnerait effectivement la même target ici. Je vois très peu de raisons, en fait, de voir ce marché baissier. Parce que malgré les gros signaux vendeurs qu'on a là, on n'a pas réussi à enfoncer le support. Donc j'ai tendance à penser qu'ici, on va peut-être ranger un petit peu. Peut-être, vous voyez, monter un peu, faire un petit pullback. Mais je vois quand même ici, à terme, une sortie haussière.
Moi, je ne m'amuserai pas à chercher de signaux vendeurs sur IOTA. De toute façon, c'est ce dont on a parlé aussi hier. Rappelez-vous que selon le contexte que vous avez, vous devez choisir un biais de trading. Moi, mon biais de trading sur IOTA, c'est d'essayer de jouer des achats, donc les signaux vendeurs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la cassure de ces signaux vendeurs, et tout sinon, je vais les prendre pour gérer mon risque. C'est-à-dire que si je vois beaucoup de signaux vendeurs alors que j'achète, je vais remonter les stops ou je vais réduire l'exposition, mais en tout cas, voilà, je vais gérer mon risque avec les signaux dans le sens opposé et me positionner par contre sur les signaux dans mon sens. Ok ? Voilà, donc pour la partie IOTA, je pense toujours patience, mais cette cassure de signal vendeur, on casse juste un sine wave vendeur, là, il n'y avait pas de confirmation momentum, mais ça me paraît pas mal. J'ai envie de voir maintenant comment on va réagir vers la zone des 1,0930. Si pullback il y a, il ne faut vraiment pas retourner vers le support, et je pense commencer à déclencher des patterns bullish. J'aimerais voir des premiers cycles bull, et là, ça serait, je pense, beaucoup plus intéressant pour jouer des positionnements, des renforts sur IOTA. Pour l'instant, je n'ai pas renforcé IOTA, j'ai renforcé Ether, j'ai repris mes gains sur Bitcoin, mais je ne touche pas IOTA, je reste sur un levier spéculatif pour l'instant, sur celui-là. Allez, on parle du Ripple, qui me paraît pas mal et dans le même contexte que ses confrères. Donc je pense lui aussi à terme. Par contre, la différence, c'est que je pense que lui a beaucoup plus de potentiel haussier que ses confrères. Tout simplement, alors attendez, hop, là on va supprimer toute l'analyse graphique précédente. Voilà, on va recommencer. Donc là, on fait une analyse de A à Z, donc on va repartir du contexte. Donc le contexte, c'est un break qui est en train d'échouer, hein. C'est-à-dire ça fait 3 tentatives sur le break et on est toujours en train d'essayer de casser des résistants. Pardon, on est toujours en échec de cassure des supports et on a même réussi ici à installer un petit plus haut, c'est-à-dire casser marginalement la petite résistance ici et installer un plus bas plus haut. Donc là, ça me laisse à penser que on va invalider le break et donc dans un premier temps, je pense revenir chercher. Hop, je vais y arriver. Voilà, on comprend le cycle bullish, je vais y arriver, voilà, hop, on le reporte, et vous voyez que ça nous ramène vers cette résistance-là, qui est vraiment belle, qui est vraiment propre. Donc ici, on va avoir une belle résistance chartiste, ok, plus, évidemment, donc une target sine wave, par invalidation du break. D'accord ? Dans l'invalidation du break, il y aura une target ici à venir viser. Target de retracement, hein. Je ne parle pas évidemment d'un retournement de tendance pour l'instant, c'est beaucoup trop précoce d'imaginer ça. Même chose que sur le Bitcoin et compagnie, je pense toujours qu'une nouvelle phase de baisse nous attend derrière. Mais je ne vais pas y risquer tout mon compte pour l'instant, et pour l'instant, je préfère me passer acheteur. Et donc sur Ripple, je pense qu'on peut viser cette zone-là des 0,67, alors qu'on est à 0,46, ça fait quand même une jolie petite remontada que j'ai bien envie de mettre à profit. Donc là, ici, tout simplement, je vais la jouer comme ça, comme d'habitude. On va se faire un petit fixed range pour avoir la tronche du volume là-dedans. Mais je pense que de toute façon, voilà, c'était téléphoné, on vient ici, voilà. Donc je pense qu'on a ce qu'il faut pour venir chercher cette zone-là. On a bien du volume historiquement ici, c'est très intéressant, je pense, de chercher à retourner à la moyenne. Et après, on voit si la moyenne est toujours vendue, hein, voilà. Mais je considère ça comme un prix médian. Et tout simplement, quand on retrace sur ces prix-là, on cherchera. Voilà. Donc je vise un scénario de retracement, d'accord ? Donc c'est un scénario correctif, donc un scénario dans lequel on va essayer de mettre les niveaux de retracement classiques. Donc je dirais dans ce cas-là, viser la zone résistance et zone 50% avec une petite gestion du risque à faire vers le 23,6. Donc je dirais qu'ici, dans notre scénario, il faudra envisager un TP1 par là, et donc un TP max sur la résistance, et on ne visera pas plus loin que ça. Ok, moi je viserai pas plus loin que ça. Ça me semble être beaucoup trop risqué d'envisager plus que ça. Ok, on va mettre le stop max. Bah là pour moi c'est le bottom, hein. C'est avec une petite marge comme toujours. C'est vrai qu'ici, putain, je me gonfle ça. C'est vrai qu'ici, si ça marche pas, il faut pas forcer la bête. Voilà, je pense qu'il faut pas laisser de filer beaucoup trop loin sur ce truc-là. Essayer de voir si on n'a pas laissé traîner un petit support de volume ici. On va le tester pour savoir si on peut gérer le risque de façon plus précise. Ok, donc ça c'est bien. Vous voyez, c'est la magie du volume, hein. C'est pas, quand je vous dis que c'est pas, il n'y a rien de magique en fait, hein. C'est vraiment ici, pouf, pourquoi on s'est arrêté là? Parce qu'il y avait du volume la dernière fois. Pourquoi on s'est arrêté ici la première fois? Même chose, parce qu'il y avait du volume. Donc voilà, c'est bien toujours un travail comme ça.
Donc là, on aurait éventuellement un petit support à venir chercher plus bas. Je vais regarder toutes les zones de volume qu'on aurait pu ne pas traiter ici. Alors ça, je pense que ça va déjà traiter. Celle-là est intéressante pour gérer son risque. Là, on voit bien la zone de breakout. Je vais la noter. Vous voyez, quand il y a un creux comme ça dans le volume entre deux sommets, c'est vraiment ce qu'on appelle une zone de break. Ça, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur le market profile. On a là et là. Voilà, ça ce sont les différents supports. Et ça, c'est un niveau de cassure. Voilà, et on retourne ici. Donc je dirais effectivement gérer son risque sous le prochain support pour être tranquille, vraiment tranquille. Donc ça ferait quand même... Oh, ça reste un stop conséquent, hein. Ça fait un stop de 18%, donc encore une fois, impossibilité de mettre du levier là-dessus, hein. Je dirais que là, il ne faut pas risquer plus de 4-5% de capital sur ce truc. Donc ça veut dire un levier 0,25 maximum, hein. Enfin, voilà, un levier assez faible, levier divisé par 4. Alors, je vous rappelle la différence entre le levier et la taille de la position. Le levier, c'est simplement le fait que le mouvement de l'actif, quand l'actif va bouger de 1%, votre capital va bouger de le levier fois, de ce levier en pourcentage. Si vous utilisez un levier divisé par 4, donc 0,25, les mouvements de prix de l'actif vont être divisés par 4 sur votre compte. Quand l'actif bouge d'1%, vous, ça bouge que de 0,25% sur le compte. C'est bien ça que je recherche. Ça, c'est pour limiter la volatilité, tout simplement. Limiter l'impact de la volatilité de l'actif sur le compte. Je n'ai pas envie de me bouffer un stop qui me coûte 15%. Voilà. Donc, je vais réduire le levier à un levier divisé par 4. Comme ça, en cas de perte, je ne prends que ces 18% divisé par 4, c'est-à-dire maximum 5%. Moi, je prendrais moins que ça parce que je ne vais pas risquer 5% sur le Ripple. Donc vous voyez, encore une fois, ça va être du très faible levier. Moi, je pense que là, je vais prendre un levier 0,1, c'est-à-dire un levier divisé par 10, puisqu'il y a 18% de stop et je ne risquerai pas plus d'1,8% de capital sur ce genre de trade. Donc il va de soi qu'évidemment, les targets en seront impactés. Alors évidemment, après, je prends des renforts en cours de route, mais la target ici est à 45%, ce qui fait que je viserai pas plus de 4, ça ne me rapportera pas plus que 4,5% de capital à la fin. Ok ? Il faut bien comprendre ça. C'est un scénario de retracement, donc je ne vise pas des ratios de ouf, hein. Voilà, ça fait, en gros, je risque 1 pour 2 ou 3. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, ici le contexte c'est terminé. Donc on a bien l'objectif, c'est un marché en retracement, d'accord, donc une consolidation. On vise la proximité de retracement Fibonacci et on ne targete pas la cassure des résistances pour l'instant. On vient en 2 heures, notre job a été fait et ici on va chercher un cadre technique qui tendrait à corroborer des signaux acheteurs. Donc là on va faire comme on avait fait l'autre jour, on va faire le cadre technique tout simple, on ne va pas faire de l'héliotisme, même si on devrait, hein, en théorie. Puisque moi ça ressemble bien à une vague 1 vers une vague 2. Donc on a un bottom ici, un bottom là. Et donc une résistance entre les deux ici, et je pense que c'est ça qu'on va essayer de viser, donc la partie haute de ce canal. On peut utiliser aussi les fourchettes d'Andrews, qui me semblent en général pas complètement inutiles, voire même assez intéressantes dans ces scénarios-là. Hop, on prend les précédents swings, donc là, là et là. Voilà, normalement ici on avait une première structure, donc ce qu'on voit c'est qu'on évolue dessous, c'est-à-dire que normalement ici on aurait dû retrouver du bull, c'est pas le cas, donc on va essayer peut-être une autre façon, on va essayer de faire en swing inversé, donc on va faire ces 3 sommets là, et on va utiliser un reverse. Ok, on a encore du mal, hein, ici. Donc, vous voyez, normalement, on est supposé rester au sein de ce truc-là. On est sorti, mais c'est pas grave. Vous voyez que ça sort et ça déclenche immédiatement des doubles signaux bullish. Donc, pour l'instant, dans l'application bête et méchante de la stratégie, ici, on n'a pas vraiment de résistance parce qu'il n'y a pas eu de momentum baissier. Donc là, la dernière résistance qu'on a en historique de prix, elle est loin là, hein. Ici, on a eu un break et un signal bearish. Voilà. Donc ici, il y a une résistance, mais c'est bien ici que se trouve la prochaine résistance. D'accord ? Parce que tentative de break haussier, échec sur la target, momentum baissier, annulation du break, ça veut dire qu'ici les vendeurs ont pris la main. Ok, donc ici il y a une résistance historique, mais c'est la seule qu'on ait, hein. Alors il y en a une autre ici, mais là vous voyez qu'il n'y a même pas de momentum baissier, donc ici je ne vois pas de résistance, hein. Pour moi le prochain frein sur le Ripple se trouve là-haut, donc effectivement 20-25% plus haut, et ici évidemment on pourra payer son stop, gérer son risque, et ici évidemment il n'y aura plus de risque de perte si les prix arrivent là. Donc moi ça me semble un scénario bien viable, et donc évidemment dans ce truc là il restait une dernière chose à faire, trouver un support. Donc on a bien constitué un support ici, nous là, alors il y en avait un ici,
Hop, là on voit bien le petit triangle bleu et le petit point. Hop, donc ici il y a bien constitution d'un support qui a été retesté, hein. On est bien d'accord, on est venu le retester là. Et c'est donc ici qu'il fallait s'attaquer à éventuellement commencer à acheter. Il n'y avait pas eu de signal sur ce... pardon, si, il y a un signal. Cycle bullish, on arrive sur la target. Vous avez un moment... Ah non, la divergence, elle s'est mise en place ici. Donc ici, un peu chier. Il n'y a pas de signal ici. Par contre, il y a le signal là. Et ça, c'est très intéressant. Ici, vous avez bien le TP, le triangle et le momentum à l'achat. Ici, c'est bien là qu'on réalisait l'achat sur le Ripple. Alors, comme évidemment, j'ai raté l'achat spéculatif, maintenant, il ne me reste plus que l'achat en breakout. D'accord. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait maintenant sur le Ripple serait d'avoir un break haussier. Et là, évidemment, dans ce cas-là, je serais prêt à suivre ce truc-là. Ok, donc c'est le prochain scénario pour moi. J'attends de voir le Ripple breaker à la hausse. On voit bien le momentum qui se contracte, d'accord. On voit bien les deux trail lines. Je veux voir la trail line haussière céder, enfin baissière céder, et évidemment les prix casser une résistance intermédiaire. Pour l'instant, on n'a rien constitué en tant que résistance, donc j'aimerais au moins la cassure de ce cycle. Si même possible, un breakout haussier, ce serait le top du top. D'accord. Donc pour l'instant, Ripple obligé d'attendre. On voit bien ici sur le volume profile la zone de cassure. Vous voyez bien qu'ici il y a très peu de volume au volume profile. C'est cette zone-là que je veux voir céder. Dès que je la vois péter, celle-là, je pense qu'il y aura un truc intéressant à jouer sur Ripple. Donc, pour la gestion du risque, à vous de voir. Si vous voulez garder le stop ici, moi je pense qu'on peut gérer un tout petit risque ici. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une position plus grande. Mais évidemment, le risque de se faire péter le stop sera plus grand, évidemment. Ça dépendra, comme d'hab, de votre sensibilité au risque. Moi, ça me semble pas mal. On a donc tenté de sortir de la pitchfork, mais ça passe pas. On reste au-dessus du support. Je pense qu'on va la réintégrer et se diriger gentiment un petit peu plus haut. Donc ici, en général, après, ce qu'on peut faire, il y en a qui font ça, hein, c'est-à-dire on ajuste la pitchfork. Pour moi, je ne fais pas ce genre de truc. Hein. Moi, en général, face à un marché comme ça, je vais simplement laisser ma pitchfork comme ça. Et après, je vais attendre de pouvoir tracer mon canal. OK ? Donc là, de toute façon, je pense qu'on a une belle structure de triple bottom. Alors, c'est très, très rare le triple bottom. C'est pour ça que je ne suis pas super confiant non plus. Hein. Je pense que ça peut tout à fait retomber, ce truc-là. Donc vraiment attendre le breakout haussier. Quand ça se sera breaké, je pense qu'on pourra se targeter la validation de la structure triple bottom. Donc c'est-à-dire voilà, 1, 2, triple bottom. Ça généralement effectivement c'est assez punchy. Hein, ce qui fait qu'ici ce sera vraiment qu'un TP1. Mais je pense que ce truc-là, ça pourra nous propulser assez rapidement vers les résistances supérieures. D'ailleurs, là, il y en a une belle. Je ne sais pas pourquoi Sinewave l'a pas détecté. Momentum n'a pas détecté ça. Hein. Là, ici, il y a une belle résistance également pour gérer le risque. Hein. Si vous voulez la jouer plus agressive, je pense qu'on peut même essayer de viser ce truc-là. Parce que regardez, ici, on a bien le Sinewave bearish. Vous voyez bien qu'on est allé plus haut au momentum, alors qu'on était carrément plus bas. Donc là, il y a une divergence, mais étonnamment, le momentum ne la détecte pas. Pourtant, elle est bien propre. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, je la noterai quand même, celle-là, cette zone-là. OK. Donc, à gérer, une target 1, soit là, soit là. Moi, je dirais même que celle-là, effectivement, a plus de probabilité de faire son job. En tout cas, voilà. Disons qu'arrivé à ce stade, il faut avoir pris une prise de profit obligatoirement. Soit là, vous la gérez comme vous voulez. Mais moi, je pense que sur ce scénario-là, moi, je vais essayer de tirer par là. Ça me paraît pas mal. Puis ce serait l'activation, la target du double bottom, en fait, tout simplement. Du triple bottom qui pourrait nous tirer vers cette zone-là. Et évidemment, derrière, peut-être la target max. Voilà donc pour ce nouveau scénario Ripple. Donc pour le moment, un scénario en attente, c'est-à-dire un scénario de cassure qui nécessitera, je veux une pattern de breakout. Hein. On est sur un cycle faible, donc j'attends sincèrement que le marché me donne un break pour essayer de jouer une entrée acheteuse en breakout. Attention, hein, je ne mets pas d'ordre au marché pour l'instant, j'ai mis une alerte et je veux voir la tronche de la cassure. Si on fait une fausse cassure, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'ici, on a quand même un trade sur breakout assez intéressant. C'est-à-dire que ça, dès que ça lance, normalement, hop, on va se faire une bonne journée à plus 7, plus 8. Je pense sans trop de problèmes sur le Ripple pour aller rapidement se diriger vers les résistances du sommet ici. Donc voilà, résistance qui pour moi ne jouera pas son rôle puisqu'ici, il n'y a pas de signal baissier. On a juste ici tout simplement une petite résistance technique, on va dire un niveau chartiste qui sera probablement travaillé mais très rapidement cassé. Donc dans l'action de prix, je m'attends tout simplement en fait à un truc comme ça. On vient ici, on travaille le niveau, probablement on le déborde, on fait un pullback et on vient chercher ma target assez rapidement. Donc je m'attends quand même à un mouvement puissamment haussier sur ce truc-là, assez puissamment haussier en tout cas pour l'instant. Ok. Allez, on continue, on va faire les marchés classiques. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah oui, la BCE. Bon, enfin, on n'attend pas grand-chose.
si ce n'est, j'espère quand même au bout d'un moment, qu'ils se sortent les doigts du cul pour nous donner une date de hausse de taux, enfin une première date de hausse de taux. Donc à surveiller aujourd'hui la partie euro. Sur la partie US, les commandes de biens durables, c'est très intéressant, ça, pour la partie GDP. Et de toute façon, aujourd'hui, le gros machin, c'est qu'on va devoir digérer le carnage sur Facebook. Attention à ce qu'ils ne nous fassent pas, évidemment, la même chose que ce qu'ils ont fait sur Netflix, c'est-à-dire on gape tout en bas et puis la journée va acheter à mort. Je pense que c'est ce qui va se produire, parce que de toute façon, vous avez bien compris Wall Street. Tant qu'on n'aura pas baisé tout l'espoir acheteur de Wall Street, ils vont pas flipper. Moi, je les ai regardés hier soir, ils flippent pas plus que ça. Ils voient que Facebook, c'est pas bon. Voilà, tu sens que dans le moral, ça commence quand même à taper un peu. Mais ils sont toujours boules, ils n'ont peur de rien. Voilà, pour eux, c'est tendance haussière, donc on achète tous les creux, buy the dip, buy the dip, buy the dip, tant qu'on nous a pas prouvé qu'on a tort. Donc au bout d'un moment, il va falloir leur racler les stops d'un coup et qu'ils ne le voient pas venir pour les montrer qu'ils ont eu tort. Donc voilà, ça reste mon scénario, un gros pullback à venir à Wall Street que personne n'aura vu venir, évidemment, sauf les spéculateurs. Mais encore une fois, patience, patience. On trade contre un marché qui est complètement distordu. Donc, évidemment, ça peut durer encore un bon moment. Et il ne faut pas lutter indéfiniment contre ce truc-là et surtout rester faiblement leveragé quand on s'attaque à des manipulations de marché et attendre le moment où ils sont allés trop loin. Et derrière, quand ça tombe, par contre, il ne faut pas hésiter à renforcer très, très vite. Okay, je m'attends, quoi qu'il arrive, Wall Street, Gold et tout, à des scénarios de retournement brutaux, c'est-à-dire des trucs qui ne feront pas de pullback. Ou alors des simples pullbacks, c'est-à-dire on vient, on reteste la résistance en tant que support et on montera à chaque fois. On ne cassera aucun support, je pense, après en ce qui concerne le gold, et on ne cassera aucune résistance derrière sur les parties indicielles américaines. Allez, on passe sur les autres scénarios. On va se garder les indices pour plus tard. Donc on va regarder Facebook. Voilà, je pense qu'on va commencer par ça. Donc voilà, Facebook qui au plus bas hier s'est quand même tapé moins 22%, donc on va se la mettre en daily. Moins 22%, ça fait Facebook là, sur un support, voilà les derniers supports qui ont été traités. Graphiquement ça fait mal, j'aime autant vous dire, c'est très très moche. Même s'il remonte, c'est game over. Je vous rappelle quand même que ce truc là sur une UT weekly, quand vous prenez moins 20% là comme ça, même si ça remonte, c'est terminé. La phase volatile, on l'a déjà eu ici. Donc là, c'est pas la phase volatile, c'est le début probable du crack de la valeur. Je préfère être franc là-dessus. On est bien sur un mouvement parabolique, complètement stupide. On a bien fait un nouveau plus bas sur le momentum et on est bien toujours plus bas que la précédente phase de hausse. Le momentum est bearish. Je m'attends maintenant à ce que cette valeur perde tout simplement de la valeur, c'est-à-dire qu'elle ait trouvé son sommet historique et qu'elle n'y retournera pas avant le prochain cycle économique. Donc ça devrait mécaniquement entraîner d'autres valeurs à la baisse. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cataclysme. J'ai aussi repris à la vente Boeing hier, qui a un peu baissé, mais comme d'hab à Wall Street, on ne lâche rien. Vous voyez, c'est-à-dire ça baisse. Et puis, non, mais on peut surtout pas baisser, parce que si on short, c'est la fin. Donc Wall Street, ils sont bien conscients qu'il faut surtout pas vendre maintenant, parce que si tu vends maintenant, t'entraînes le marché à la baisse et c'est pas bon. Donc ils font tout pour soutenir les prix, mais en étant bien conscient que si on va chercher les supports, tout le monde va se barrer. Et voilà, donc la confiance est très maigre, le niveau de confiance est très très fin, et Wall Street fait tout pour le maintenir. Ils se bastonnent, ils sont les seuls à fonctionner comme ça. Le reste du monde, à chaque fois que ça doit consolider, ça consolide. Il n'y a que Wall Street où, mon Dieu, on sent que c'est la catastrophe qui arrive si jamais ça baisse. Il va de soi qu'évidemment, moi ça me plaît parce que je veux cette catastrophe pour péter leur stop et prendre leur pognon après qu'ils m'aient fait chier pendant des mois. Mais ça, vous connaissez, on ne va pas reparler de ce scénario-là indéfiniment. Allez, on va faire un petit tour VIX, rapidos, et on va regarder les junk bonds, parce que je vois qu'ils continuent à être achetés, ça ne me plaît pas. Donc le VIX, je veux le voir casser des résistances. On voit qu'on ne casse plus les supports, donc ça pour le moment, c'est compression sur les prix. Je veux voir maintenant, voilà, notre sine wave, il est bien passé ici sur un creux. Je veux le voir, bam, tout péter au nord, démonter le cycle bear et essayer d'aller installer un contre-pied. Donc là, je m'attends à une tendance qui va s'installer en contre-pied, c'est-à-dire on casse le cycle bearish, on casse la target et on les prend à contre-pied. Donc là, attention, je m'attends à un renversement, pas académique, c'est-à-dire pas une pattern, ici, TP exit, et puis on se met à monter gentiment. Non, je m'attends à un truc qui les prend direct à contre-pied, soit du bullish breakout, soit tout simplement on pète le cycle bear, et puis après on continue à travers la target, et on les ramasse jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Donc moi c'est ça que je m'attends comme retournement, vraiment un truc qui ne préviendra pas. Maintenant pour ça généralement il faut un petit catalyseur, un petit truc qui permet de vendre le papier derrière pour expliquer aux investisseurs pourquoi ils se sont fait baiser. Donc les junk bonds, ça y est, on vient de refermer le gap, mais vous voyez qu'on échoue dessus.
Donc c'est tout ce qu'on avait à faire. Ici, on referme un gap technique. C'est pas très bon signe, j'aurais aimé qu'on le garde ce gap. Maintenant, bon, c'est pas franchement la fin du monde non plus, mais on fait un squeeze en sortie haussière. Ça peut être fait juste pour venir chercher le niveau technique, et dans ce cas-là, derrière, c'est une ressortie baissière qui nous attend. Si ça continue, qu'on casse la résistance sur les junk bonds, honnêtement, je pense que c'est mauvais signe. Et ça, évidemment, Wall Street va s'en servir pour monter. Vous avez bien compris comment fonctionne Wall Street. Tout ce qui est négatif, ça n'existe pas. Tout ce qui est invalidation d'un signal négatif, c'est supra-bullish. Et évidemment, tout ce qui est positif, c'est ultra capitalisé. À chaque fois, on pousse. On fait tout pour tirer au maximum les gains. Évidemment, minimiser au maximum les pertes sur les valorisations. Mais vous voyez que derrière, dès que ça chie dans la colle, il se passe quoi? Même sur des grosses capis qui représentent des milliards et des milliards, elles peuvent se prendre moins 20% sur un chiffre qui est juste légèrement décevant. Donc ça, je pense que Wall Street commence à comprendre que dans une tendance haussière, on n'a pas une telle volatilité. Et tout simplement, c'est qu'il n'y a plus de tendance haussière. Mais ça, il faudra encore un peu de temps. Il va falloir leur miner le moral un petit peu plus longtemps, les empêcher de franchir les résistances. Au bout d'un moment, ils finiront par lâcher les stops. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas faire ça. Les taux à 10 ans américains restent orientés ici. Mais je pense qu'on est en train de valider et de trouver notre fameux point B. Donc je reste patient là-dessus. C'est pas un scénario 2 heures, ça c'est un scénario daily. Je m'attends donc toujours à une poursuite de la structure de consolidation. Pour l'instant, elle me semble être partie effectivement pour jouer le triangle, donc je pense qu'on ne doit pas casser le point A. Et je pense qu'on va poursuivre une consolidation durant toute la session des résultats sur les taux américains avant de se prendre une petite poussée baissière qui viendra mécaniquement, je pense, avec le retour du risque. Donc c'est une question de timing. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Tout ce que je vois, c'est qu'ici on a un beau double signal bearish, pile poil sur une résistance. Moi, je ne veux pas m'attaquer à acheter les T-bonds. Ce qui m'intéressera, ce sera les ventes qui seront à suivre. Donc pour l'instant, je reste positionné sur mes indices, gentiment et patiemment, en attendant que ça se pète la gueule à Wall Street. Ça, le Bitcoin, on en a parlé. Le gold. Donc voilà, le gold qui continue toujours. Alors vous voyez, c'est fou. Moi, je trouve ça complètement fou, ce degré de manipulation des marchés, de distorsion. Voilà, c'est pas normal le pricing qu'on a sur le gold. Et vous voyez bien que les mecs font tout pour vous empêcher, quoi qu'il arrive, de trouver un sentiment de risque. Le but, c'est de faire en sorte d'imprimer dans la tête des gens que le risque n'existe pas sur les actions. C'est une tendance qui est complètement orchestrée, on est bien d'accord. Pour moi, il n'y a pas de tendance réelle. Il y a une tendance sur les prix, mais tout simplement parce qu'on bloque tous les réservoirs de liquidité derrière d'aspect refuge. C'est-à-dire que vous voyez que le yen, à chaque fois qu'il arrive sous une résistance, les mecs le vendent instinctivement pour se dire « Oh non, vite, on vend parce que quoi qu'il arrive, on ne va pas targeter encore les cassures de résistance ». Mais le jour où ça va arriver, je l'ai dit, on ne les arrêtera plus. Le jour où on casse une seule résistance sur le yen, sur le gold, derrière, c'est terminé. La machine va s'inverser et tout simplement, on va avoir le même pricing débile dans l'autre sens. Mais évidemment plus rapide. Parce que quand on recorrèle, rappelez-vous l'émission qu'on avait fait sur les corrélations, quand on recorrèle un marché, donc quand on démonte une manipulation, ou en tout cas une distorsion de prix, on recorrèle le marché, et la recorrélation se fait plus rapidement. Voilà. Donc je m'attends à ce que le gold, la phase de retracement derrière, soit beaucoup plus haussière que ne l'a été la phase de baisse. Mais attention, attendez-vous à un truc comme ça. Chaque fois qu'on fera des pullbacks vers les résistances, c'est-à-dire chaque fois qu'on a cassé un support, la résistance était vendue sans réfléchir. Donc là, le marché, il essaie de nous faire quoi? De nous jouer la même musique, de nous dire ici, on a cassé le support, donc ça devient résistance et derrière, on va te péter le support. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je pense que cette fois, c'est la dernière et que cette fois, on va péter de la résistance sur le gold et que derrière, ça, on n'y reviendra jamais. C'est-à-dire que cette résistance sera, quoi qu'il arrive, un support derrière et il en sera de même pour toutes les autres résistances qu'on pourra trouver. Elles seront obligatoirement support en premier test. Cette action de prix, vous aurez la même ici, mais plus verticale. Même chose pour le silver, donc patience, ce sont toujours des scénarios en phase de spéculation. On n'a toujours pas réussi à installer de clôture au-dessus de la résistance, on l'a même élargi. Il faut donc maintenant toujours rester patient, remettre une alerte, mais je veux voir le gold réussir à me tenir enfin une clôture ici. Je vous dis, dès qu'on passe ça, c'est terminé. Dès qu'on passe ça, le pognon sortira de Wall Street pour venir là. Maintenant, on attend juste un petit déclencheur. Vous voyez que Facebook, c'est toujours pas le déclencheur. Moi, je trouve ça fou, je trouve ça complètement fou la psychologie de Wall Street. Et je vous dis, plus il joue à tirer les décorrélations et
et les manipulations de marché, plus ça va coûter cher derrière quand il va falloir se péter la gueule. Hein. Mais pour l'instant, ils préfèrent jouer ce jeu dangereux aussi longtemps que possible. Laissons-les faire. Il ne faut pas presser le marché. C'est toute une histoire de timing. Le jour où le timing va péter, vous allez voir que Wall Street, ils ne vont pas le sentir venir et ça fera des moins 10, moins 15, comme je vous l'ai dit, mais ça tombera rapide et ça préviendra pas. Voilà. Donc pour l'instant, cherchez les pré-signaux qui seront donc les premières cassures de résistance du gold et du VIX pour, je pense, avoir un sentiment un peu plus vendeur. Et j'aimerais voir évidemment les junks s'écrouler complètement. Et normalement, ça devrait tirer nos taux américains à la baisse. Sur la partie US Oil, où est-ce qu'on en est? Je surveille, mais on n'a pas encore terminé la consolidation. Je m'attends toujours à ce qu'on pousse ici. Donc je dirais toujours attendre gentiment. Je favorise clairement cette zone-là, moi, pour une vente. Donc les 71,41. Donc vous voyez que ça laisse encore un catalyseur à Wall Street pour monter encore un petit peu. La hausse du pétrole, ça peut être un catalyseur haussier, donc ils peuvent tout à fait s'en servir. Je dis de toute façon, ne cherchez pas à comprendre. Wall Street, dès qu'il y a 50-50, c'est-à-dire que ça peut être un catalyseur haussier, on va le prendre tout de suite. Dès que ça peut être un catalyseur baissier, pas forcément. Voilà, hein. C'est ça. Il y a ce biais à la con à Wall Street qui est installé et qui est bien dans les psychologies, qui induit ces tendances stupides, mais je vous dis, elles sont complètement décorrélées de tout. Donc c'est une tendance qui est non soutenue par des fondamentaux, et généralement c'est des trucs qu'on peut très rapidement inverser sans prévenir et crier gare, surtout que là ça fait 4 mois qu'on tire comme des imbéciles. Et vous voyez ce qui se passe, hein, d'un coup le pétrole ça s'écroule sur une petite news qui n'est pas non plus cataclysmique, et en plus c'était qu'une rumeur. Donc voilà, vous voyez le pétrole s'est éclaté, attendez-vous à des trucs comme ça. Maintenant on sait que le marché est tendu et qu'à le moindre catalyseur que le marché va percevoir comme négatif, derrière ça fait des chutes brutales. Je vous rappelle comment ça s'est pété la gueule ici, ça n'a rien prévu et on s'est pris moins 5% sur le pétrole. Hein. Donc attendez-vous à ce que Wall Street, un jour, ça fasse la même chose. Il y a une news, je ne sais pas laquelle, qui va faire chier Wall Street. Ce sera probablement même un petit truc, on s'en fout. Ce qui est important, c'est un jour, il va falloir vendre du papier, et puis derrière, vous aurez tous les analystes qui vont courir après les infos, qui vont vous dire « Ah ouais, mais c'est pour ça que... » En fait, on s'en fout, il faut juste une raison aujourd'hui, et derrière, les autres vendront du papier pour vous expliquer pourquoi. Les traders, évidemment, nous, on profitera de ces gains. Donc patience, mais il faut vous attendre à ça, à Wall Street, avec une action de prix beaucoup plus brutale. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça monte que tout le monde va continuer à acheter. Au bout d'un moment, ça tombe et ça vend très très vite. Et vous allez voir que Wall Street, ce sera même aussi brutal que ça, voire un peu plus. La partie GBP, toujours en attente. Hein, je pense qu'on est bien, on a cassé la résistance. Ça me paraît trop précoce pour jouer les renforts pour l'instant. Comme je vous l'ai dit hier, je m'attends moi à renforcer sur la vague 5. C'est-à-dire pour l'instant, je laisse les prix remonter, ça me va très bien. Je laisse la vague se construire. L'euro-yen, no comment. Voilà, hein, ça continue, ça retombe. J'attends la structure de range. Ici, on a un double bear, mais c'est un signal d'oscillateur. Je ne suis pas très fan, surtout après un double exit. Donc là, très honnêtement, moi, je pense qu'il vaudrait mieux attendre un petit peu ici. Tiens, d'ailleurs, je vais aller faire une mise à jour parce que je ne veux pas que cette pattern se déclenche après du exit. C'est trop, là, vous voyez, c'est trop proche. Ces deux patterns-là, normalement, je vais faire en sorte qu'elles disparaissent. Parce que c'est vrai que ça, c'est une amélioration du code à faire. Donc là, pour moi, il n'y a pas de validation sur le momentum. Je pense qu'il faut attendre une confirmation de plus, donc une structure de range supplémentaire, consolidation un petit peu plus longue, mais je m'attends à ce qu'on consolide à plat dans tous les cas. C'est-à-dire, je vois difficilement l'euro-yen arriver à franchir les 1,3058. Il va de soi qu'évidemment, dès que la structure de range, je l'aurai identifiée et qu'elle sera terminée, je vais recartoucher l'euro-yen bien allègrement pour aller viser la première target qui se trouve ici, et je vous rappelle que je vais viser quand même bien plus bas que ça derrière. Je pense que l'euro-yen, c'est pas fini. L'USD-yen, je ne le trade pas. L'USD-CAD, le trade a été déclenché en respect de la stratégie d'hier. Je vise donc cette première target par là, hein, vers ce support ici en exit. Donc là, ici, on a bien un support au niveau des mèches. Donc pensez à bien exécuter vos ordres à ce niveau-là, au premier contact. Donc, je dirais que la target, pour moi, elle doit être placée ici, sur la zone haute de ce support. Voilà, donc ça fait un objectif. Moi, j'ai mis mon stop en ratio d'1 pour 1. Donc tout simplement, je ne l'ai pas mis au-dessus de la résistance, je l'ai mis à 1 pour 1 avec le prix d'entrée ici. Voilà, donc j'ai un stop à peu près là. Et ça me paraît pas mal sur ce truc. Bon, je ne saurais pas vous dire précisément, mais voilà. En fait, j'ai vraiment mis le stop à la taille de la target en nombre de pips et je laisse faire ce trade. J'ai mis un niveau d'invalidation, c'est-à-dire une alerte en invalidation par là. Voilà. Je vais la mettre sur TradingView aussi comme ça. Hop.
Voilà pour une alerte invalidation. Donc ici, une entrée vendeuse en breakout, donc un trade de break. Donc c'est pas un trade où je vais gagner un max de pognon, mais il y a de très fortes chances qu'on aille récupérer la target, beaucoup plus en tout cas qu'on aille chercher le stop, puisqu'on est dans le sens d'un mouvement baissier qui devrait normalement s'exprimer sans trop de problèmes. L'USD CNH, qu'est-ce que j'en ai fait sur celui-là? Ah oui, on a touché la validation, donc je m'attends maintenant à un prochain trade sur breakout. Donc je pense qu'ici, sous cette résistance-là, on va avoir un truc assez intéressant à jouer. Je pense qu'on est en pullback vague 2, c'est-à-dire attendre qu'il y ait 2 vagues de consolidation. Donc je m'attends ici à ce que ça retombe un peu, puisqu'on en ait une deuxième, assez rapide. Je dirais que cette zone de prix-là, ici, est assez intéressante pour rechercher des ventes ensuite, mais à condition d'y arriver après 2 phases de consolidation. Là, on va aller en 15 minutes pour bien regarder. Vous voyez, ça monte d'une vague. Ça, c'est pas intéressant. Je veux que ça retombe, que ça remonte ici, et ici, on short. Okay, donc moi je dirais vraiment par là. En termes d'action de prix, on a une belle prise en main vendeuse ici. Je pense qu'on va essayer de revenir la tester pour bien démonter tout ça avec une gestion du risque au-dessus de la résistance. Donc je vais mettre mon alerte là sur l'USD CNH et je pense que ça, je suis prêt à renforcer là-dessus, sous condition évidemment d'un pullback en 2 vagues. Si on y attaque d'entrée de jeu avec une seule vague, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc ça c'est un scénario déjà en cours. J'ai déjà pris une vente hier, je ne sais plus par là, je crois un truc comme ça. Je ne sais plus, ou alors par là. Je crois que c'était ça, je ne saurais pas vous dire. Si, il me semble que c'est par là. Donc voilà, j'ai déjà une première vente dans ce marché-là et je vais commencer à positionner les renforts gentiment ensuite puisqu'on a atteint le niveau de validation. Pour positionner le levier, il faudra recasser la validation, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, pour l'instant, le niveau, le trade est validé, mais je passerai en renfort que quand on installera des clôtures sous cette validation, tout simplement, puisqu'ici on a constitué un petit support, donc une double boule. D'accord, c'est un petit support, je vous rappelle, c'est un support faible. Regardez le cycle, c'est un cycle faible, donc je m'attends sans problème à ce qu'on vienne le démonter celui-là. Mais pour l'instant, c'est un petit support faible, donc je place ma validation en dessous de ce dernier. La UDNZD, c'est toujours en train de consolider, pas très important pour l'instant, mais je pense qu'on est sur les phases terminales, ce qui fait que je vais pouvoir, je pense, abaisser mon niveau de prix d'entrée à 1,0947. Si on casse cette résistance, il me semble que cette fois, je peux y aller sans trop de problèmes. Je dirais même que je peux mettre ici pour le signal d'entrée à l'achat sur la UDNZD. Je pense que là, on a fini la phase de consolidation. Un triangle en vague 2, c'est très très rare et c'est supra-boule. Généralement, en plus, comme je vous dis, un triangle qui ne retrace que 38% de la phase de hausse, en vague 2, en sous-vague 2, ça prévaut d'une vague 3 assez costaud derrière. L'USD MXN, toujours comme je vous l'ai signalé hier, le problème c'est que ce marché fait un breakout baissier dont la target se trouve sous la zone de recherche spéculative. Donc on voit que le marché traite la zone, ça c'est clair, regardez, vous avez vu le support qui a été identifié, le marché le voit. La question elle est, est-ce qu'on trade ça agressivement? Pour moi la réponse est non. Je vais attendre qu'on ait une pattern bullish qui se déclenche, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur la bougie courante. Si elle déclenche bien la pattern de TP ici, ce que je veux derrière c'est l'invalidation du break. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis ce niveau, d'ailleurs celui-là on ne sent rien, que j'ai mis une alerte ici. Si on revient visiter le niveau de break avec une structure TP, je prends le trade en contre-pied, c'est-à-dire je rachète le marché. J'achèterai au marché, mais le risque, c'est que cette zone-là, elle soit débordée brutalement pour venir chercher ce support. Donc je ne veux pas acheter ici. Donc là, j'ai deux options. Soit on vient chercher la target, je vais mettre une alerte sur la target d'ailleurs. Ok, donc là on attend, c'est-à-dire que dans la partie cadre technique, je ne peux pas, dans la partie signal, je ne peux pas acheter puisque pour l'instant je n'ai pas la possibilité de le faire. J'attends donc un signal d'achat, soit en invalidation du breakout, soit en arrivée sur la target avec un signal de momentum acheteur. Mais évidemment, ce sera agressif. En achetant ici, ce sera très risqué de se positionner face à une tendance baissière qui pourrait s'installer derrière et me racler le stop immédiatement ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme scénario? C'est à peu près tout. Tesla hier, ça a été renforcé, ça se passe pas très bien pour l'instant, mais je pense que ça ne tardera pas à bien se retourner ce truc-là. General Electric, le scénario reste en place. Il n'y a pas de grande nouveauté. Je m'attends à renforcer le FTSE. Voilà, je vous le donne ça, je vais pas tarder à me la faire. Le FTSE, j'ai donc des ordres en renfort sous le dernier support bullish ici, c'est-à-dire que là, ici, si ça commence à passer au bear, ici, ce sont des entrées vendeuses en renfort avec levier sur le FTSE. Celui-là, je suis prêt à passer leveragé. Je pense qu'il est mature, qu'il a passé très longtemps. En fait, celui-là, regardez, je vais vous le mettre dans le contexte. Quand vous avez ça, dézoomez bien. Voilà, on va bien dézoomer ici. Je pense même qu'on pourrait passer en weekly.
Voilà, quand vous avez ce genre de truc là, vous voyez, on oscille, on oscille, on oscille. Alors il n'y a pas le volume sur le FTSE, mais il a sur le futur, enfin sur le cash, il y a du volume. Donc, quand vous avez ça, c'est typiquement ce genre de truc. C'est-à-dire qu'à terme, d'un coup, ça fait une grosse extraction baissière, bien violente. Et ça, évidemment, il ne faut pas le rater. Hein. Donc voilà, je m'attends tout simplement à ce que là, on revient traiter le même niveau, impossibilité de franchir. On est bien sur des grosses résistances plurimensuelles. Et là, c'est bam, derrière, je m'attends à la grosse branlée, avec cassure de support à venir. Hein. Donc ici, il y aura une target 1 avec une prise de profit, mais je pense qu'on va enfoncer le support derrière assez brutalement. Sans grande peine. Donc vous voyez, ça ferait tac, un petit rebond, une poussée à la divergence pour venir chercher les supports inférieurs. Mais je pense sans problème que ce truc-là va se prendre une tartasse dans la gueule. C'est à peu près tout ce que j'ai en termes de scénario. Alors le Nasdaq hier, quand même, un trade absolument magnifique. Voilà. J'avais noté ce niveau, j'avais mis un ordre exécuté hier soir avec la release de Facebook, tout en haut, parfait. Je veux dire, j'ai été très patient, hein, mais si c'est ça au final le scénario du Nasdaq, je l'aurais rossé, mais comme il faut. Parce que là, on voit bien le double échec, le exit, on est déjà sur le support, je veux voir ce support céder, et là, évidemment, Wall Street va commencer à saigner. Ça va saigner vraiment violent à Wall Street. Hein. Attendez-vous à des premiers retournements comme ça, hein, c'est-à-dire ici très rapidement venir valider mon trade et aller chasser les premiers stops. Sauf que je pense que cette fois, on n'aura aucune chance de former encore une fois un bottom. Si Wall Street ça tombe, alors ils peuvent très bien nous refaire un bottom ici. Hein, là, ce serait vraiment le scénario magique de Wall Street. Mais là, de toute façon, j'ai un prix parfait, donc je ne prends quasiment déjà plus de risques. Je vais pouvoir sans problème gérer cette position sans prendre de pertes, même si Wall Street venait à invalider derrière. Mais j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Pour moi, là, dans le contexte daily, regardez ça, c'est juste pas bon, quoi. Voilà. En fait, ça pue tout simplement le marché à con, le piège à débile, voilà, hein, tout simplement. Et là, là, je m'attends à ce que tout moment, ce truc-là, là, regardez, ouf, l'avalement baissier hebdomadaire, là, ils ont intérêt à remonter Wall Street, hein, parce que là, ça finit comme ça, c'est exit hebdomadaire, non, exit daily, voilà, exit en daily avec un momentum bien bear. Vous voyez, on a bien cassé le plus bas ici. Ici, on n'est pas allé plus haut. On a un momentum baissier. Si les prix s'y orientent, c'est prix, momentum et cycle baissier. Ça démonte du support et on ne tiendra pas celui-là. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, attendez-vous à ce que ça fasse blam, ça tombe un bon gros coup à Wall Street. Et derrière, si on arrive là, je ne vois pas comment ils vont pouvoir racheter une nouvelle fois. Alors, il y a bien des supports ici sur lesquels il faudra gérer le risque. Hein, mais je pense honnêtement qu'ici, on est bien sur la vague 5, 5, 5, 5, 5. C'est-à-dire que là, en gros, je pense que Wall Street fait son sommet annuel, son sommet de cycle économique. Alors évidemment, tous, ils vont vous dire, mais non, on finira l'année 2019 à la hausse, et c'est normal. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est terminé. Si c'est ça le déclencheur, c'est game over à Wall Street et je pense qu'on a les sommets pluriannuels et que derrière on va se rentrer dans des phases de baisse petit à petit et puis on va dégrader le sentiment et puis ils vont se rendre compte qu'au final, eh ben merde, le marché n'est pas haussier. Mais ça, c'était pas leur job, je vous le rappelle. Il y a les suiveurs de tendance et les spéculateurs, c'est bien deux jobs complètement différents. Allez, on va pas tourner autour du pot que vous connaissez, donc patience, 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 mais pour l'instant, je pense qu'on est toujours en vue d'un scénario de prise de stop rapide et brutale à Wall Street, et on va voir si Facebook est le catalyseur suffisant pour démarrer le merdier ou non. C'est vraiment qui tout double, hein. Soit ils vont nous faire la Netflix, c'est-à-dire ils vont acheter directement à l'ouverture en mode buy the dip, soit ça y est, c'est le carnage et ça va vendre des actions assez rapidement. Et en tout cas, les pressions seront de plus en plus baissières progressivement dans le temps. Bye bye. Ah non, pardon, question. Pourquoi n'aimes-tu pas Bitfinex? Parce que j'aime pas. C'est un truc à spéculateur et je n'ai pas confiance dans ce truc-là. Moi, j'ai confiance plutôt dans ceux qui vont avoir des volumes beaucoup plus professionnels ou institutionnels, du type Bitstamp et des trucs comme ça. Moi, tout là où il y a les spéculateurs, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que tout simplement, eux, ils vont avoir un volume en baisse. Quand on va cramer les spéculateurs, qu'ils n'auront plus d'argent sur leur compte, ça fait des clients qui s'en vont et ça fait du volume à traiter en moins. Et donc, ces entreprises, j'ai moins confiance en leur pérennité, alors que celles qui traitent des volumes professionnels et conséquents, comme Bitstamp et compagnie, il me semble que celles-là, elles ont beaucoup plus de stabilité. Elles auront beaucoup plus de stabilité en cas de crise sur les cryptocurrencies. IOS, on l'a déjà analysé, il me semble. Je mets pas d'échelle logarithmique, c'est un truc à con ça, les échelles logarithmiques. Je vous ai toujours dit, le logarithme ça sert à cacher les bulles. Hein. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi je veux les voir, les bulles. Donc il est hors de question d'utiliser des graphiques logarithmiques. Pour moi, une bulle, c'est une opportunité de trading. Donc quand je vois un marché qui part en parabole, ça m'intéresse, au contraire.
Pourrais-tu faire une vidéo tuto sur l'order book et le scalping? On en fera une, mais plus tard, probablement à la rentrée. Alors bon, ça, on a déjà parlé de cette question plusieurs fois, Franck. Ok pour IOTA, bah écoute, dans ce cas-là, j'aurais fait un mauvais trade. Hein, je suis pas parfait. Si je me fais baiser sur IOTA, bah, ce sera le jeu. Et puis c'est comme ça. À Wall Street, derrière les records des investisseurs de plus en plus prudents, on va les regarder vite fait, mais effectivement, ça corrobore ce que je dis. Hein, c'est que qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oui, oui, non, mais ça, c'est ça, c'est exactement ce que je vous dis. Pour moi, ça se couvre, mais pour l'instant, on fait tout pour que ça ne se voit pas. Ça se fait en catimini, et un jour, ça va sortir, ça va faire du bruit, tout le monde va en parler, et tous ceux qui auront déjà pris leur couverture, bah, ils seront bien contents parce qu'ils les ont eu pas cher. Tous ceux qui les auront pas pris vont devoir les payer au prix fort, au prix très très fort. Pour moi, le VIX, il risque de doubler en l'espace d'une journée, passer de 10 à 20, et derrière, bah, évidemment, le mec qui va vouloir se couvrir, ça lui coûtera 2 fois plus cher pour acheter un put. Hein. C'est vraiment ça le principe. C'est totalement ça que j'attends, un VIX qui passera de 10 à 20 immédiatement, et ensuite, soit ça se passe bien et les supports sont sauvegardés pour une raison que j'ignore, soit les supports cèdent, et là le VIX va passer dans la zone des 30, c'est-à-dire qu'il fera x2, hein, enfin il fera x3 le VIX. Et je m'attends sans problème à ce que ça puisse se mettre en place, ce genre de prix. Évidemment, ça foutra tout le monde dans la merde, hein, parce que derrière, il va falloir se couvrir très cher. Donc on va faire quoi? On va aller chercher d'autres actifs de couverture, refuge, qui pourraient être plus rentables, le gold et compagnie, le yen, c'est-à-dire que ça va tout faire pour se couvrir comme ça peut. Hein, voilà. Des couvertures discrètes, hein, mettre en garde contre l'extrême d'un choc d'un marché dopé par les stratégies tirant parti d'une période de calme, blablabla. Montre qu'ils ne sont pas aussi vulnérables à une soudaine correction des marchés, que la très faible relative pour le laisser penser. De 1 au plus haut enregistré au cours des 5 dernières années sont les données du bureau d'analyse. Ok, oui, donc ça se coule, ça, voilà. Bon, voilà, hein, bref. Donc c'est effectivement, ça corrobore un peu ce que je dis. Donc merci pour ton article. Ben voilà, on en parle du Ripple. Je cherche un bon site de trading sans abo sur les matières premières et les actions qui ne demandent pas un gros capital. Il y aura des frais partout, hein, de toute façon. Je suis désolé. Hein. Et puis de toute façon, je déteste conseiller un broker. Le broker, c'est un choix personnel. Je vous ai toujours dit, moi, je vous dis chez qui je suis, mais ça n'a aucune valeur de conseil. Vous allez là où vous voulez. Choisir le broker, c'est vraiment quelque chose qui vous incombe. Mon compte a vite cramé car je suis obligé de mettre beaucoup de leviers pour pouvoir traiter. Bon, t'écoutes pas ce que je te dis. Hein. Je vous ai toujours dit, même si vous avez des petits capitaux, prendre du levier, c'est pas possible. Ça vous conduit de toute façon inexorablement vers la porte de sortie. Ce n'est qu'une question de temps. Si vous voulez faire des gains plus gros avec un petit compte, il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est de prendre du risque et pas du levier. Voilà. Voilà, ok. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.